Quelle est votre fonction et depuis combien de temps exercez-vous au CHU de Besançon? Actuellement, je suis professeur de dermatologie à la faculté de médecine et médecin hospitalier, donc c'est ce qu'on appelle les PUPH à l'hôpital. J'ai été nommé professeur et chef de service en 1993, donc ça fait à peu près 23 ans. Chef de service a surtout pour rôle de vérifier que l'organisation, le matériel est là, que les staffs se font au bon moment, mais le chef de service n'a aucune responsabilité médicale sur les actes pratiqués par des médecins dans les hôpitaux. Quel rapport entreteniez-vous avec votre hiérarchie? Jusqu'en 2014, j'ai essayé de créer un service qui est devenu d'ailleurs le plus grand de France, avec un nombre important de médecins hospitaliers qui avaient tous des responsabilités. Ce sont tous des personnes que j'ai aidées à obtenir ces postes. Donc jusqu'en 2014, les choses allaient bien. J'avais d'ailleurs confié la responsabilité d'une unité la plus importante d'hospitalisation à un collègue, et c'est à partir de ce moment que les choses ne sont plus bien allées. Dès 2014, vous recevez des lettres de plainte. Que contiennent-elles? Il s'agissait de l'aide de patients. Les termes étaient extrêmement durs, se plaignant de maltraitance, de non-assistance à personne en danger, pour certains d'humiliation. C'était la première fois que j'étais confronté à de tels courriers, et donc bien entendu j'en ai fait part aux équipes. Au lieu d'avoir une réponse qui soit constructive et positive, je n'ai eu que des réponses agressives. Cette réaction n'était pas normale et j'ai vu qu'il n'y avait pas la volonté de changer de comportement. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de malades avaient des tumeurs volumineuses et n'avaient pas fait l'objet d'exérèse. Pourquoi ces patients n'avaient-ils pas été opérés? La réunion de concertation pluridisciplinaire, qu'on appelle RCP, qui permet à un malade de voir exprimer pour lui 3 avis. L'avis de l'oncologue, de son médecin traitant éventuellement, mais ça c'est facultatif, mais surtout d'un chirurgien et d'un radiothérapeute. Et en fait, c'est un traitement décidé en commun qui est établi. Ça donne une sécurité. Or, je me suis aperçu que certains de ces malades n'avaient pas eu d'avis chirurgical ou d'avis de radiothérapie. Et donc forcément, il n'y avait qu'une chimiothérapie qui n'était faite. Et donc ces malades voyaient leur tumeur cutanée grossir de façon à devenir immonde et personne pour les opérer. Comment expliquer que ces RCP ne se soient pas déroulés correctement? L'agence de santé désigne un médecin responsable. C'est elle qui le désigne, ce n'est pas ni le directeur de l'hôpital ni le chef de service. Et puis, l'agence de santé s'appuie sur une structure qu'elle crée qui s'appelle le réseau 3C, qui prend le nom à Besançon de Oncoli. Eh bien, dans la mission de ce réseau, c'est de valider les prescriptions du médecin responsable. Le chef de service n'a pas connaissance de ces prescriptions, ne signe pas, et le papier en tête ne comporte pas son nom. J'ai pu m'apercevoir que ces réunions de concertation pluridisciplinaire avaient été néanmoins validées par le réseau Oncoli, qui a cru qu'en effet, elles répondaient aux critères. Et en fait, que s'était-il passé? Et ceci est en violation du Code de la santé publique. Le médecin responsable des RCP inscrit des noms qui sont des noms d'internes et met le qualificatif de médecin à côté. Est-ce que c'est comme ça que le réseau 3C a été trompé ou est-ce qu'il n'a pas été suffisamment vigilant? Avez-vous fait part de ces dysfonctionnements aux responsables des RCP? Je lui ai fait part de ces questions. Je lui ai fait part de telle façon à ce qu'il corrige ces pratiques. Le réseau 3C m'a dit « nous savons cela ». Ceci est dans le rapport de l'ARS. Nous lui avons dit « mais il ne change pas sa pratique ». Et c'est à ce moment-là que j'ai alerté les autorités qui normalement auraient dû soutenir ma démarche. Ça n'a pas été le cas. On a plutôt cherché à m'attaquer. Comment expliquer que le responsable des RCP n'ait pas respecté le protocole par la suite? Ce médecin n'a pas réuni de chirurgien ni de radiothérapeute, peut-être il se sentait pleinement capable de répondre à leur place. Et donc peut-être voulait-il devenir le leader dans le domaine des cancers cutanés. Et à tel point qu'en effet, dans le magazine Le Point de 2015, il a été classé 3e. Très étonnant, alors que l'Institut Gustave Roussy était à la 4e ou à la 5e place. Donc Besançon, avant-dernier petit CHU, passerait avant l'Institut Gustave Roussy pour le traitement des mélanomes. Il y a quelque chose qui choque. Nous étions 10e auparavant, nous passons 3e. Et dès lors que j'ai signalé tout ça, nous redevenons à la 11e place. Comment expliquer ce changement? Certainement que la prise en charge a été modifiée et qu'on a fait beaucoup plus intervenir de chirurgiens et qu'il y a certainement eu moins de chimiothérapie. Ceci démontre clairement qu'il y avait un défaut dans cette période-là, 2015, puisque on se retrouve à l'identique par rapport aux années antérieures. Sur quels critères ce classement est-il établi?
Je ne connais pas tous les algorithmes qui permettent d'avoir ce classement, mais il est évident qu'il y a le prix des chimiothérapies, il y a le nombre d'hospitalisations. Donc un malade qui va être opéré sera moins souvent hospitalisé que lorsqu'on lui donne une chimiothérapie. Donc très certainement, ces chimiothérapies ont en volume dépassé celles de Gustave Roussy. Peut-on imaginer qu'il y ait des ententes pharmaceutiques? Dans n'importe quel domaine de la médecine, si un médecin vous prescrit tel ou tel médicament, chaque malade est libre d'aller voir sur le site du gouvernement, le site Transparence, si ce médecin a des conventions particulières. J'en ai quelques-unes, très rares, avec des laboratoires de médicaments. Lui-même en a beaucoup. On doit tous reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêts. Un médecin qui présente une communication médicale alors qu'il est consultant dans le laboratoire doit signaler ce conflit d'intérêts. Dans le cas présent, l'agence n'a même pas mentionné son conflit d'intérêts, voire même a même écrit que ça n'avait aucune importance. Pourquoi le responsable des RCP n'a-t-il pas été inquiété dans le rapport rendu par l'ARS? Alors ça, c'est une grande question, parce qu'il est, comme vous l'avez dit, le responsable des RCP. C'est lui qui a écrit à la main. C'est lui qui a invité les personnes à venir à telle ou telle réunion, qui a invité les internes. C'est lui qui a mis le nom des internes. C'est lui qui a faxé ce document à Oncoli. Et c'est lui qui a fait donc les traitements. Donc c'est lui qui a failli sur 2 points, violation du Code de santé publique, et personne ne le montre du doigt, voire même on ne le signale même pas comme un acteur essentiel dans ce système. Et c'est pourquoi cette enquête pose vraiment des graves problèmes de légitimité. Quelles ont été les conclusions des enquêtes menées à votre rencontre? Alors l'enquête IGAS avait pour but de me pousser à quitter mes fonctions de chef de service ou de donner des éléments à la direction pour qu'il me démette de mes fonctions de chef de service. Cette enquête IGAS a montré que j'avais des procédés de management tout à fait normaux et pas atypiques. Et d'ailleurs, ni dans la médiation, ni dans l'enquête IGAS, aucun médecin n'a signalé que j'avais un comportement d'harcèlement ou menaçant envers quiconque. Donc tout ça a été construit petit à petit. L'enquête ARS confirme mes dires. Oui, en effet, les RCP ne sont pas respectueuses du protocole. Et il confirme que les lettres de plainte sur des mauvaises prises en charge de malades sont justes pour la plupart. Simplement, il les banalise. Comment se sont comportés les médecins que vous avez mis en cause? Ces médecins ont créé une véritable cabale à mon encontre. C'est le terme qui a été employé par monsieur le recteur. Et il m'a dit, monsieur, une conjuration s'est levée contre vous. Des personnes que vous avez mises en cause pour se protéger en avance essaient de vous faire passer pour quelqu'un dont le comportement ne serait pas normal. Et donc je suis passé pour quelqu'un d'extravagant, peut-être même de fou, et donc toutes les alertes que j'ai faites n'ont pas été prises au sérieux. À tel point que j'ai alerté dès février 2015 la Haute Autorité de Santé, l'INCa, Institut National du Cancer, l'Agence Régionale de Santé. Non, ils étaient plus intéressés à essayer de mener une enquête sur moi. Pourquoi menez-vous ce combat? Lorsque j'ai vu toute cette mauvaise foi, cette façon aussi de considérer les malades qui sont des gens qui font fonctionner l'hôpital mais qui ne sont plus des êtres humains puisqu'ils peuvent se plaindre, on s'en fiche, on peut les humilier, ça n'a pas d'importance, on peut transgresser des règles, ça n'a pas tant d'importance que ça. Donc ça m'a motivé. On est là pour défendre les malades qui, eux, n'ont pas beaucoup de moyens pour se défendre. Pensez-vous que l'hôpital a cherché à préserver sa réputation? Il est vrai que l'administration, dans le passé, soutenait les chefs de service et venait à leur côté. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il faut couper les têtes, c'est-à-dire les personnes qui sont compétentes, qui sont aimées de leurs patients et qui osent dire les choses. Pourquoi avoir rejoint l'association Jean-Louis Ménien? À la suite du décès du professeur Jean-Louis Ménien, beaucoup de médecins harcelés se sont reconnus dans cette histoire, parce que beaucoup ont pensé au suicide, en effet. Nous avons vu que dans cette association, il y a plus de 200 à 300 médecins qui vivent exactement ce que je vis. Donc des harcèlements extrêmement durs, avec atteinte à la dignité, atteinte à l'honneur, poussant les gens jusqu'à des arrêts de travail tellement ils n'en peuvent plus, des humiliations, des diffamations. Voilà ce que c'est que la vie d'un harcelé aujourd'hui. À quel moment la presse a-t-elle été alertée? Alors, la presse, c'est assez récent. Ces informations sont sorties dans la presse nationale sur les RCP que ces derniers jours, c'est-à-dire en mars 2017. En revanche, la cabale qui était faite contre moi est sortie en effet un petit peu plus tôt. Et parce que ce sont mes collègues qui ont voulu mettre ça dans la presse, en tenant des propos diffamatoires à mon égard, et que la presse m'a interrogé. Un collectif de patients s'est formé récemment. Quelles sont leurs actions?
Ce collectif est né de l'action d'une personne, Angélique, qui, venant me voir un jour où j'étais hospitalisé pour un problème de santé, demande à bénéficier de sa perfusion. Et un des médecins du service la renvoie chez elle en disant « Vous n'avez plus rien à faire ici, ne mettez plus les pieds dans ce service, vous êtes une malade d'Humbert, vous irez vous faire soigner à Dijon ou à Mulhouse. » Et c'est elle qui a alerté la presse, qui a alerté le Parisien et qui a fait cet article le 11 février dernier. Et à partir de là, d'autres personnes se sont adressées à elle. Et du coup, je crois qu'elle a réuni 40 lettres de plainte que je ne connais pas jusqu'à présent. L'ARS a saisi la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins à votre rencontre. Êtes-vous le seul à avoir été convoqué? Je suis surpris d'être convoqué devant cette chambre alors que je suis un lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte doit être protégé sur le plan des plaintes. Deuxièmement, l'ARS a démontré qu'un autre médecin et d'autres médecins ont violé le code de déontologie. Je m'étonne qu'ils ne soient pas traduits eux aussi devant le conseil disciplinaire de l'Ordre des médecins. Et pourtant, le rapport de l'ARS lui-même montre du doigt des manquements au code de déontologie. Quelles sont les sanctions que l'Ordre régional des médecins pourrait appliquer? Je pense que l'Ordre des médecins a plusieurs sanctions possibles. Donc l'acquittement, bien sûr, le blâme, l'avertissement, ça peut aller jusqu'à la radiation temporaire. Je pense que lorsque vous êtes médecin, que vous protégez des malades, que vous les empêchez d'avoir des faits graves, que vous avez même démontré que certains d'entre eux ont subi des préjudices, je ne vois difficilement une chambre régionale qui est composée de médecins et d'un magistrat qu'on puisse vous accuser par manque de confraternité et aller jusqu'à des sanctions de la sorte. Qu'attendez-vous aujourd'hui? J'attends tout simplement, non pas qu'on condamne les uns les autres, mais qu'on reconnaisse les faits, de telle façon à ce que ça ne se reproduise plus, mais qu'on arrête ce petit jeu qui est de vouloir faire taire des gens qui n'ont que pour objectif de protéger les malades. Suite aux révélations du professeur Philippe Humbert, l'ARS a déposé plainte à l'Ordre régional des médecins. Le CHU de Besançon a annoncé vouloir porter plainte en diffamation. Le professeur Philippe Humbert a saisi le procureur de la République au titre de l'article 40, au motif de faits délictueux et erreurs médicales ayant entraîné la mort.